Ben, avant de faire du drone, je me suis inscrit dans un club d'aéromodélisme à la Ferté-Bernard, parce qu'il n'y avait pas de club aéromodélisme dans le coin, mis à part la Ferté-Bernard. Et donc, j'y suis allé pour apprendre à faire de l'hélico. Et puis, l'hélico, c'était bien, mais ma foi, c'était très dur à piloter dans le sens où ça tenait pas tout seul. Il fallait tout le temps faire des contraintes à droite, à gauche, le maintenir en état. Et je trouvais ça très intéressant parce que c'était le seul engin qu'on pouvait arrêter sur place, rester dans l'air, se poser où on voulait et ainsi de suite. Donc j'ai appris à faire de l'hélico. Ça a duré pendant 2 ans, tous les samedis, en fin de compte, et avec un professeur. Et en fait, j'ai pu tenir mon hélico tout seul au bout de 2 ans. Et puis l'idée était venue première de fabriquer son propre drone. Au sein de ce club-là, et de dire bah, j'aurai mon propre drone. Et puis de fil en aiguille, faire du drone c'est bien, mais faire du drone juste pour faire du drone, ça n'a aucun intérêt. L'intérêt d'un drone, c'est de prendre des visions vidéographiques et photographiques. Et du coup, il était plus intéressant d'acheter un drone peut-être tout fait, mais en état moyen, c'est-à-dire en prenant du 2,7K, c'était à l'époque, il y avait du 4K, mais le 2,7 suffisait largement à l'époque où j'ai commencé, puisque j'ai commencé en 2016. Et donc j'avais acheté un petit Phantom 3 qui était très bien, qui marchait très bien et qui m'a permis de me lancer dans le domaine du drone. Puis après, il a fallu passer le brevet théorique du LM, puisqu'à l'époque il n'y avait rien d'autre pour pouvoir manier un drone. Il faut savoir que c'est très réglementé. Donc il fallait ce permis-là pour pouvoir voler en ville. Et donc je me suis dit, bah, écoute, il n'y a plus qu'à se le payer. Il y en avait quand même pour 1500 €. C'était quand même une certaine somme, mais ma foi, je me suis dit, ça vaut le coup de tenter le coup et puis de le réussir. Et puis j'ai eu mon brevet théorique du LM, et qui m'a permis d'ouvrir ma société de prise de photos et vidéos par drone. Et puis c'était assez bizarre, puisqu'on est réunis avec des gens qui font de l'avion, qui font de l'hélico, qui font tous ces brevets-là, dans la même salle, et en fait chacun a son petit questionnaire et puis doit remplir. Alors il n'y avait rien au niveau du drone, au niveau du LM, c'était simplement beaucoup d'avionique, mais ça apprenait surtout la sécurité, qu'on n'était pas tout seul là-haut, et que par conséquent, voilà, il y avait des règles et qu'il fallait les respecter. C'était la seule façon que tout le monde puisse un petit peu être dans l'espace libre qu'on a au-dessus de nous. Et en même temps, interdit de survoler les gens, interdit de choses comme ça, pour éviter que si le drone tombe, eh ben, il puisse blesser quelqu'un. On sait que ça coupe assez facilement. Ça a des moteurs qui tournent quand même à 10 000 tours minute. Ça peut couper très fort. Facilement, ça tomberait sur un visage, on peut estropier un œil. Et donc, par conséquent, il faut en être conscient. Et que bah, là-haut aussi, on n'est pas tout seul. Il y a des hélicos du SAMU, il y a des avions qui passent. Et qu'on se dit, oh, un petit drone, c'est presque rien, mais un drone qui rencontre une aile de Cessna peut facilement faire un gros trou à l'intérieur sans problème, même si c'est une tôle d'alu de 2 mm, et bien à lancer à 240 km/h, un avion vient toucher un drone, et le drone rentre, est pulvérisé, mais rentre dans l'avion sans aucun souci. Ça peut faire de gros dégâts. Les parties métalliques peuvent détruire un réacteur sans souci aussi. Et donc, il faut en être conscient que voilà, on n'est pas tout seul là-haut. On ne peut pas aller faire voler un drone à 1 km de haut. Le maximum qu'on a le droit, c'est 120 mètres maintenant. Et il faut s'astreindre à cette distance. Et on prend contact aussi avec tous les aérodromes, aéroports et tout ce qui est position militaire, parce que c'est quand même important, d'être avec eux et d'être en relation pour être sûr qu'on ne tombe pas sur un hélico, sur des choses comme ça qui pourraient venir troubler quand on a un vol à faire. Et encore, ça s'est durci depuis, parce que oui. Là en 2016, c'était relativement le début du drone. C'était le début du drone, on avait le droit à 150 mètres, on est descendu à 120 mètres, parce qu'ils estiment qu'entre 120 et 150 mètres, on risque d'avoir des livraisons par drone, donc ils veulent laisser une distance entre les deux. On a la possibilité de pouvoir aller plus haut sur une demande préfectorale, exceptionnellement, et c'est pas toujours dit qu'on ait l'autorisation, mais on peut la demander, et c'est la DGAC, la Direction de l'Aviation Civile, qui décide de dire oui ou non, en fonction de ce qu'on a besoin de faire au niveau de la prise de photos et de vidéos. C'est une demande, tout ce qui est en ville est une demande préfectorale qui est ensuite transmise à la direction de l'aviation civile, la direction générale de l'aviation civile, et puis en même temps à la mairie du lieu où on doit voler, et en même temps à la gendarmerie du lieu aussi.
Ce qui permet que tout le monde soit en concordance et dise au moins, s'il y a un appel de quelqu'un, d'un riverain qui dirait bah moi je suis pas sûr, je vois un drone au-dessus de chez moi, s'ils sont au courant, ils peuvent dire bah non c'est un drone professionnel, madame vous inquiétez pas, oui, il n'y a aucun souci. Voilà. On sait ce qu'il fait. On sait ce qu'il fait et on a un regard sur ce qu'il a fait, et on sait ce qu'il va prendre, donc il n'y a aucun problème. C'est histoire d'être en contact avec les gens. Après j'ai bien vu que maintenant, de plus en plus, même si on vole avec un drone, il faut des fois prendre contact avec les gens assez facilement pour les prévenir en disant attention je vais passer au-dessus de chez vous, mais vous inquiétez pas, je suis pas là pour vous regarder chez vous, je suis là pour prendre telle ou telle chose, mais j'ai besoin d'un angle un peu plus grand pour pouvoir prendre ce que j'ai à prendre, et donc par conséquent il est bien quand même d'avoir un contact avec les gens et de les prévenir un peu auparavant. Plus t'es clean, plus t'es clair, oui. et mieux tu seras. Oui, mieux tu seras. Voilà, exactement. Et je pense que plus ça va, plus les gens peuvent avoir confiance. Donc, je sais que certaines personnes regardaient même sur mes profils pour voir si on voyait quelqu'un. Donc on sait que c'est judicieux d'avoir le droit à l'image et que nous, en tant que dronistes, on doit pouvoir prendre des vues sans pouvoir reconnaître les personnes. Maintenant, si une personne est dans son jardin et qu'on la voit et qu'on la reconnaît pas, normalement il n'y a aucun problème. Maintenant, on n'est pas là pour regarder chez les gens, on n'est pas là pour filmer, on est là pour faire ce qu'on a à faire si on a un travail à faire qui est bien défini. Et puis voilà, et après s'il y a des zones de restriction, eh bien, on est censé les respecter. Et quand on fait ce genre de choses, quand on est clean et qu'on marche bien, les gens ont le plus souvent confiance et savent dire bah, c'est bien, il est venu me voir, il est venu me parler, et je sais pourquoi il est là, je sais ce qu'il prend, et donc par conséquent, je n'ai pas de crainte à avoir de ce niveau-là. Si on commence à faire tout et n'importe quoi, le problème c'est qu'on n'aura plus confiance, et dans ce cas-là, on perd sa crédibilité, et une fois que la crédibilité est perdue, on perd son travail, ni plus ni moins. En fait, le fait est, j'ai commencé par faire du radiomodélisme avec une petite voiture au sol et je me suis aperçu que de faire simplement du 2 dimensions, bah, c'était pas terrible et que par conséquent d'avoir quelque chose qui vole et qu'en plus la possibilité de prendre une caméra et de pouvoir faire des photos ou vidéos, on pouvait sublimer les objets puisque quand on les voit dessus c'est beaucoup plus beau que d'être au sol et puis d'avoir une autre champ de vision que l'appareil photo classique. Et puis bah, je me suis dit bah, ça vaut peut-être le coup. En effet, on est au tout départ de cet engouement, c'est-à-dire qu'on sait que c'est le début, eh bien, il était judicieux de pouvoir dire bah, je prends une innovation supplémentaire pour au moins me démarquer et pouvoir faire un travail différent que ce que font les photographes. En sachant que je me suis aperçu qu'il était judicieux d'avoir un photographe au sol et d'avoir un photographe en vidéo aérienne pour tout ce qui est même pour les mariages, puisque ça se mêle très bien, ça se va très bien ensemble. On peut avoir un très bon photographe qui fait des très belles photos au sol, ça se marie très bien avec des vidéos en direct qu'on a en vol aussi, et qui permet les deux de s'associer et puis de faire un travail complètement, j'allais dire conjoint. Et ça faire un boulot en binôme, comme ça, c'est vrai que ça te permet d'avoir deux visions différentes et puis de monter une très belle vidéo qui soit un très beau souvenir pour un mariage comme ça ou un baptême ou n'importe quoi ou un événement. Et bien cette position maintenant est possible et on a la possibilité même de diffuser en direct sur les plateformes Facebook et YouTube avec un drone, c'est-à-dire que le drone prend les images et le téléphone qui est relié sur la radiocommande prend le son. Et si bien qu'on n'entend pas les moteurs du drone, mais on a comme si on y était en direct, en vision aérienne, en vision globale, et puis en vision rapprochée si on a un zoom, et puis de pouvoir avoir les événements en direct, comme ça s'est fait d'ailleurs avec le Web Perche TV au niveau du rallye des Trolus. Et je trouve que c'est une bonne manière de diffuser sur un événement qu'on a, et voilà, et comme ça s'est passé pour Ur, comme ça s'est passé pour tous les petits événements qu'on a un petit peu dans le coin et qui, moi, je pense que ça mérite d'être sublimé. Maintenant, le fait de se faire connaître, eh bien, ça n'a pas été facile. J'ai dû un petit peu faire les déboires d'une société qui était là avant, mais j'ai réussi à percer un petit peu. J'ai fait la première vidéo que j'ai faite était celle du château de Nogent-en-Rotrou et le château des Comtes du Perche, et qui m'a valu 9000 et quelques vues en l'espace de 24 heures. Et j'ai même des gens qui m'ont contacté en privé pour me demander savoir où c'est qu'on pouvait voir ce château, de façon à savoir exactement où c'est que ça se trouvait pour venir le visiter. C'est une autre vision totalement différente. J'ai eu des visions plongeantes, j'ai eu des visions tout autour du donjon, j'ai eu des visions de la toiture, j'ai eu des visions un petit peu complètement différentes. J'ai pris des très belles photos qui ont été vendues ensuite pour une association contre le cancer. De ce photo du château des Comtes du Perche, et qui m'a valu aussi de me faire connaître à ce niveau-là.
Et puis de fil en aiguille, eh bien, tout ce qui est bouche à oreille a très bien fonctionné, puisque après je me suis initié au lycée de Nermont, puisque maintenant je donne des cours aussi au lycée, des cours au lycée de Nermont, le seul lycée qui a des cours de drone et qui permet de leur apprendre et à piloter, aux enfants à piloter, et à savoir la réglementation, et un petit peu rentrer vraiment dans le domaine professionnel, puisqu'ils apprennent d'où ça vient, comment c'est fait dedans, qu'est-ce qu'on peut en faire, et puis ils apprennent à piloter pour la 2e heure. Donc ça c'est pas mal, ils ont 2 heures par semaine, que ce soit à Nogent ou à Châteaudun. Et puis et je remercierai jamais M. Marin d'avoir fait confiance, parce que c'est justement une confiance un petit peu conjointe qui a permis cette mise en place. Et puis ensuite le château des Vaux qui a voulu des vues un petit peu différentes pendant le confinement, puisqu'il n'y avait plus de visites, il n'y avait plus rien. Et donc on a fini par faire des visites virtuelles. Et donc par conséquent, j'ai pu rentrer jusque dans les locaux et puis filmer toutes les parties, j'allais dire, professionnelles qu'ils avaient l'occasion de développer. Et puis de voir un petit peu toutes les parties du château des Vaux et en même temps tout ce qui était apprenti d'Auteuil. J'ai été ensuite sur les apprentis d'Auteuil de Loches. Enfin, j'ai fait plein de projets en fin de compte et je me suis aperçu qu'on pouvait faire. Il y avait tellement un panel étendu au niveau du drone qu'on pouvait aussi bien faire à hauteur d'homme que beaucoup plus haut, et d'avoir des visions complètement différentes et de mêler tout ça avec photos, vidéos et en même temps de pouvoir réaliser de très beaux projets. Par exemple, si on a des fuites d'eau en été, on sait qu'il fait très chaud, avec une caméra thermique, on lui met une caméra thermique, et avec un drone thermique, on pourrait repérer où il y a une fuite d'eau sous terre sans même ouvrir les infrastructures, juste en voyant la nappe qui est plus froide forcément que la partie qu'on aurait échaudée par-dessus le goudron. Et donc on pourrait savoir où c'est que ça pourrait s'étendre. On fait de la détection de chauffage aussi l'hiver, c'est-à-dire qu'on voit les sections de chauffage sans même ouvrir le goudron à travers avec une caméra thermique. Ça c'est pareil, c'est possible. On verrait s'il y a une étendue d'eau chaude aussi sur ces canalisations, s'il y avait une fuite ou quoi que ce soit, ça pourrait se détecter. On peut faire de l'inspection de toiture sans jamais monter ni mettre un échafaudage, donc on gagne du temps, on gagne de l'argent, et oui, ça permet de faire une vision globale totale d'une toiture, que ça soit d'une église, d'un bâtiment, enfin tout ce qui s'ensuit, d'une maison. Ça permet maintenant de pouvoir nettoyer les traitements de toiture aussi, puisque maintenant on a des drones qui nettoient les toitures, qui nettoient les tuiles avec des très bons produits qui sont donnés par les bâtiments de France, qui permettent de ne pas abîmer les tuiles et qui, ma foi, permet d'avoir une vision aussi sur la toiture. Et la personne qui fait ce genre de prestation peut dire, à cet endroit-là, il y a une tuile qui est fissurée, qui est fêlée, et on ne monte plus sur le toit, on ne cache plus de tuiles, on n'a plus besoin d'échelle, on n'a plus besoin de masque parce qu'on est assez éloigné du drone, et ça permet de traiter tout en douceur une toiture sans problème. Donc ça c'est possible. On fait du 3D maintenant aussi, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de modéliser en 3 dimensions un bâtiment qu'on voudrait mesurer. C'est possible de le mesurer au centimètre près, c'est-à-dire qu'on lui met des échelles de contrainte qu'on a pris au sol en réel, et il redimensionne tout, et ce qui permet de voir des surfaces, des volumes, des cubatures, tout ce qui est possible de faire qu'on pourrait faire sur le terrain, mais qui peut être fait maintenant sur ordinateur. Alors c'est des logiciels qui coûtent cher, mais ma foi qui font gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent à quelqu'un qui voudrait très vite un projet 3D. Déjà ça permet d'avoir une vision globale, de pouvoir le tourner dans tous les sens et de pouvoir calculer tout ce qu'on aurait besoin de calculer sur ce projet. Oui, le matériel évolue beaucoup et il est au même prix qu'on avait à l'époque, puisqu'un Phantom 3 c'était à l'époque c'était 1200 et quelques euros. Maintenant on a qui avait presque pas de capteur, qui avait juste 2 capteurs en dessous pour se tenir, mais qui avait un système GPS et tout ce qui s'ensuit comme il y a maintenant, sauf qu'on n'avait pas de capteur autour. Maintenant on a des drones qui sont bourrés de capteurs qui permettent d'éviter que si on le fait aller sur un mur, il s'arrête tout seul et il se recule, et donc par conséquent même si on le poussait il ne voudrait pas y aller. Et il y en a qui ont l'intelligence de reconnaître un faciès et puis qu'on puisse manier avec la main le drone. Ça c'est possible aussi avec des tout petits drones d'ailleurs, des petits Spark, ce qu'on appelle, qui sont utilisés d'ailleurs à Nermont et que les élèves s'amusent avec en disant c'est presque magique. Oui, parce que le drone est capable de reconnaître la main et puis de suivre la main et dans ses fonctions sans télécommande, sans rien. Et qu'une fois qu'on met la main en dessous, il se repose tout seul sur la main sans problème. Donc ça c'est possible, donc on sait que maintenant de toute façon un drone c'est ça, c'est un aéronef télépiloté sans personne à bord, bourré de technologie et qui permet maintenant d'éviter de toucher un mur, de toucher quelqu'un. Et puis alors on sait très bien que l'électronique n'est pas infaillible,
mais de plus en plus, on s'aperçoit que c'est assez fiable, puisque maintenant ça va faire 6 ans, je touche du bois, je n'ai jamais rien eu comme panne sur un drone. À partir du moment où c'est très bien entretenu, je ne pense pas qu'on puisse avoir de problème. Il faut prendre des règles, il faut s'instreindre des règles. Et les règles, c'est un listing complet, un check-up, hein, comme on a pour les avions, en disant bah, je contrôle ça, je contrôle ça, je contrôle mes hélices, mes moteurs, mes choses, je le nettoie quand il est sale, je contrôle que tout fonctionne bien. La journée d'avant, je regarde en le mettant en route pour voir si tout est correct, si les mises à jour sont correctes. On a comment ça s'appelle, des applications qui permettent de regarder aussi le géomagnétique, parce qu'il faut savoir que c'est assez sensible au géomagnétique. Donc tout ce qui est éruption solaire, ça n'aime pas. Forcément, ça joue là-dessus aussi, puisque ça a une boussole intégrée. Et donc à partir du moment où ça a une boussole intégrée, tout ce qui est éruption solaire qui pousse le champ magnétique, eh ben, perturbe les GPS, les satellites GPS, et perturbe le GPS du drone. Et donc à ce moment-là, il ne sait plus tellement où il est, ou il risque de ne plus savoir où il se trouve, et on risque d'avoir un retour to home qui soit enregistré n'importe où dans le monde, sauf qu'ils vous le disent, et le drone s'en va. C'est pour ça qu'il y en a plein qui perdent leur drone. Voilà, ils perdent leur drone parce qu'on a beau essayer de le faire revenir, il ne veut pas. Le GPS a pris la décision de dire moi je vais me mettre où je dois me mettre. Donc ça va jusqu'au bout que la batterie ait plus de batterie, et quand il n'a plus de batterie, il se pose tout doucement n'importe où il est. Maintenant, sachant si c'est dans un bois, pas trop de problème. Si c'est chez un particulier, si c'est sur un toit, pas trop de problème non plus. Si c'est sur une autoroute, c'est tout pareil. Quelqu'un qui prendrait ce drone à 140 km/h sans savoir ce que c'est, on peut faire un très beau carambolage sans savoir ce qui s'est passé. Tout ça à cause d'un drone. Voilà, tout ça à cause d'un drone qui s'est sauvé, qui s'est égaré. Chose pourquoi on appelle ça un flyaway. Voilà pourquoi il y a tant de monde sur Facebook qui ont perdu leur drone, parce qu'ils ne savent pas, ils ne sont pas au courant de ces choses-là. On ne les informe pas quand on l'achète. On peut acheter ça n'importe où. Et la chose qui se passe, c'est que le drone s'en va. Il y en a qui sont retrouvés, il y en a d'autres qui ne sont pas retrouvés, on ne sait pas où ils sont. Et une fois que le GPS est arrêté, que le drone s'est arrêté, il n'y a plus de retour vidéo ni même de retour GPS, on l'a perdu, c'est définitif. Voilà. Donc après, c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut garder son drone à vue, parce qu'au moins s'il se pose quelque part et qu'il vient, on sait dans l'endroit où il est et on sait où il est. Maintenant, s'il a décidé de vraiment partir, ben, malheureusement on n'y peut rien. C'est pour ça qu'on a des applications sur le téléphone en fin de compte qui nous donnent le niveau de géomagnétique qu'on a. Et moi, ça va de 1 à 5, et si je vois que j'ai 5, je préfère dire à la personne je ne vole pas et je perds le contrat, tant pis, mais plutôt que de perdre mon drone et me dire bah voilà, je vais voler quand même, histoire de dire je vais récolter quand même de l'argent, mais en fait ça sert à rien parce qu'on a un risque de perdre son drone ou qu'il se passe quelque chose qui va pas du tout. Tu perds le drone, les images, tu perds tout, tu perds ta crédibilité parce que devant le client bah, tu es complètement à l'ouest, et donc ça n'a plus aucun intérêt. Donc du coup, il faut savoir que voilà, ces choses-là sont sensibles à tout ce qui est géomagnétique, tout ce qui est orage, tout ce qui est électrique, tout ce qui est câble électrique. Donc il ne faut pas s'amuser à passer entre les câbles électriques, qui serait arqué, ça serait fini, hein, le drone tombe, ni plus ni moins, foudroyé, et voilà. Donc ça reste quand même assez important. Ça contient des batteries au lithium. Le lithium, on le sait très bien, c'est très instable. Le moindre choc qu'on pourrait avoir peut faire flamber. Une cellule qui va plus, c'est pareil. Bon bah heureusement on a une télémétrie interne du drone qui permet une retransmission complète tout le temps de toutes les batteries qu'on a, et s'il y a le moindre problème, l'application dit attention, il y a un risque au niveau des batteries, il faut faire revenir, et s'il voit qu'on ne prend pas la décision, lui-même prend la décision tout seul de revenir. Il va la prendre. Voilà, il va dire à un moment j'ai plus de batterie ou ça va plus, j'ai décidé qu'on revient, et j'ai beau essayer de dire non tu restes, non, il va revenir jusqu'au bout, il va se poser, terminé. C'est une sécurité quand même de plus, ma foi, et ça aide des fois pas mal dans certaines circonstances. Alors ça tient jusqu'à 60 km/h de vent, ce qui est déjà pas mal, pour 930 grammes de poids, bon c'est pas beaucoup, et ça permet de faire de très belles images. Je peux faire les mariages, je peux faire les inspections de toiture, je peux faire les inspections de cheminée, je peux faire tout ce qui est vision pour tout ce qui serait pour une société qui vend des maisons, parce que ça aussi c'est valable pour eux, c'est un plus. Ouais. Et je sais que beaucoup ne souhaitent que sur des gros projets, mais c'est dommage parce qu'ils se sabordent un petit peu, parce que malheureusement les gens, quand ils voient une vision différente, c'est là que ça les attire, et c'est là qu'on ira voir l'annonce plutôt que de voir des photos au sol où on ne se rend pas compte de l'emplacement du terrain, des toitures, des bâtiments, des voisins, des choses comme ça, de l'environnement. Donc c'est judicieux de l'avoir à ce niveau-là. On peut le faire pour les sinistres.
On peut le faire pour les inondations, pour se rendre compte des inondations, donc tout ce qui est mairie peut faire appel à moi pour ce genre de choses. J'ai la gendarmerie à ma carte parce que ça leur permet d'avoir des interventions qui voudraient avoir des vues qui soient figées, ou même de réaliser un 3D vite fait pour figer la scène et pouvoir faire des mesures une fois que tout est retiré. Donc ça, c'est possible aussi. Donc voilà, il y a un panel assez étendu quand même de choses qu'on peut faire. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Tout n'est pas fait. J'ai été appelé il y a peu de temps pour rechercher des animaux avec le drone thermique. Malheureusement, forcément, ça bouge beaucoup. On les a pas retrouvés, mais on a essayé. Et ma foi, on s'est aperçu qu'on arrivait quand même à avoir des faisans, des chevreuils, des choses comme ça. Donc c'est plausible de le faire. Et si on sait à peu près dans l'environnement, on peut arriver à retrouver quelqu'un ou un animal ou une personne. Donc c'est aussi demandé à ce niveau-là pour que les hélicos qui puissent pas aller, on pourrait s'initier nous dans des endroits où ils peuvent pas aller. Donc ça peut être important aussi. Donc on peut faire de l'inspection thermique bâtimentaire et ce qui permet de voir les déperditions qu'on pourrait avoir sur les toitures, en sachant qu'il ne s'agit pas non plus de faire des vues de tout un quartier parce que ça serait faux et archi faux. Alors ça m'a fait un petit peu rigoler parce que on nous apprend au niveau des formations drone qu'il suffit de faire passer un drone au-dessus des bâtiments pour savoir s'il y a une déperdition ou pas. Mais je me suis aperçu qu'avec un thermicien, qu'en fin de compte c'était faux et archi faux, c'était vendre de la poudre aux yeux aux différentes administrations, parce que on imagine bien qu'un bâtiment qui ne serait pas chauffé peut vous faire croire qu'en fin de compte il est bien isolé et en fin de compte il n'y a pas de chauffage en dessous. Donc on sait très bien qu'il vaut mieux faire bâtiment par bâtiment plutôt que de dire je fais tout le quartier et je sais quelle maison a des déperditions ou pas. Et je pense qu'en effet on vend un peu de poudre aux yeux de ce niveau-là. Donc moi j'ai appris et je me suis dit bon voilà, maintenant en effet sur chaque bâtiment il faut faire chaque bâtiment, il faut s'initier jusqu'à l'intérieur pour savoir pourquoi il y a des déperditions, s'il n'y a pas du chauffage qui passe à cet endroit-là, et essayer de déterminer plus ou moins les déperditions qui peuvent s'occasionner. Savoir si c'est réel ou pas réel. On peut avoir un pont thermique et on peut avoir un reflet du soleil qui viendrait au petit matin. C'est pour ça que ces prestations se font le matin avant le soleil et se font sous des conditions bien précises, un peu nuageuses, pas de brouillard, pas de pluie, pas de choses comme ça, mais très froid, parce qu'il faut une différence de 15 degrés entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà, et là, dans ce cas-là, on est dans les bonnes conditions. Donc ça reste un petit peu difficile à faire, mais ma foi, c'est plausible et possible. Voilà. Sur Instagram aussi, un petit peu, mais un peu moins, mais j'ai un peu moins de demandes de ce niveau-là, mais on peut aller sur Instagram, et puis on peut aller, j'allais dire par téléphone, puisque mon téléphone, je le donne, donc c'est le 06 03 41 26 11, et dans ce cas-là, vous pouvez m'appeler à ce numéro, il n'y a aucun souci, je répondrai, ou vous laissez un message, ou vous envoyez un petit SMS, et je traite votre demande dès que je serai rentré, et dès que ce sera possible. Voilà.